Pierre-Alain, bonjour. Salut Pierre. Merci de nous recevoir chez LIP, au cœur de la maison, à Besançon. Merci d'être venu jusqu'à nous. Déjà, ça nous fait très plaisir de vous recevoir ici. On est très heureux d'être là, une marque française, historique, donc c'est très chouette. Et justement, alors, je te propose de nous rappeler en quelques dates clés et quelques modèles phares l'histoire de la marque, pour rappeler à nos jeunes internautes qui nous regardent l'ancrage quand même hexagonal de la maison et son histoire assez fabuleuse. Oui, alors donc il a fallu faire des choix sur les pièces historiques, puisque 150 ans d'histoire, dont l'immense majorité ici à Besançon, comme tu peux l'imaginer, c'est quelque chose d'extrêmement dense, d'extrêmement riche. On va commencer par mon premier choix. J'aurais pu travailler sur des goussets avant 1900, mais ils sont plus compliqués à dater. Donc là, je t'ai pris vraiment une rareté. C'est une montre de tank FT-17, donc les tanks de fabrication Renault, qui ont combattu pendant la Première Guerre mondiale en 17 et surtout en 1918. Tous les tanks FT-17 étaient équipés de montres de bord LIP. On connaît beaucoup les montres d'aviation, on connaît très peu les montres de tank. Le cahier des charges de l'armée de terre de l'époque prévoyait donc qu'elle devait résister à une balle de fusil en 8 mm Moser, donc une balle de fusil allemand, standard. Et donc on a une énorme plaque d'acier derrière, voilà. Et elles sont extrêmement rares puisque elles ont servi. De nombreux tanks ont été détruits pendant le cours de la guerre et donc on en a récupéré très peu. On a une des rares pièces à la maison LIP à Besançon. Première rareté. Ouais, vraie pièce historique. Vraie pièce historique. La deuxième pièce que je t'ai préparée, c'est une autre rareté. Donc, c'est une T18. Oui. Ça, c'est absolument pas rare puisque ça a été fabriqué en très grande série, la T18. Par contre, ce qu'elle a de spécial, celle-là, c'est qu'elle a été certifiée chronomètre. Donc, elle a le poinçon de la vipère puisqu'elle a été certifiée à l'Observatoire de Besançon. Et à l'époque, les montres étaient... On est en quelle année, là? Là, on doit être juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Les toutes premières T18 sont fabriquées en 1933. Celle-là doit dater de fin des années 30. Ok. On n'a pas la date exacte pour celle-là. Cette pièce-là a été certifiée chronomètre par l'Observatoire. Oui. Sur les T18, c'est quelque chose qui est assez rare. Et c'était suffisamment rare pour qu'après la certification, ils les démontent et ils viennent marquer chronomètre sur le cadran. Ensuite, donc, on avance dans le temps. On se retrouve en 1954. Et donc, les toutes premières montres qui sont marquées réellement Himalaya, c'est 1954. Voilà, les plus anciennes qu'on ait retrouvées. Et celle-là, c'est donc les premières séries avec date, puisque les toutes premières sont avec la petite seconde. Et ensuite, LIP a énormément décliné le modèle Himalaya, qui a un grand succès commercial encore aujourd'hui. Oui, c'est ça, j'allais dire, c'est l'un des piliers... L'un des piliers de nos collections, avec d'ailleurs la T18, les collections Churchill. Je suis un peu surpris par la taille de la boîte. On est sur un diamètre de combien là? On est sur un 35 mm, qui est plutôt une grande ouverture pour les pièces de l'époque. Oui, absolument. D'ailleurs, la pièce portée par Herzog est à peine plus petite. Les différentes séries d'Himalaya ont grandi petit à petit. Après les cimes de l'Himalaya, on passe aux profondeurs océaniques. Merci. Sans transition. Sans transition aucune. Merci beaucoup pour cette transition. Nautic Ski, les toutes premières en mouvement électrique. Donc là-dedans, c'est un R184 avec la date. Donc ça, ce sont des produits qui sont sortis en 67, les tout premiers, pour les 100 ans de la maison LIP. Ensuite, elles ont été connues par le grand public en 1968 pour les JO de Grenoble, puisque LIP a équipé tous les athlètes français avec cette même pièce. À titre personnel, c'est ma préférée chez LIP. Boîte compressor, double couronne avec la couronne du haut pour manipuler la lunette tournante intérieure. Ouais. Elle a existé en plusieurs versions. Il y a des versions mécaniques, il y a même des versions mouvement automatique. Celles qui ont été le plus commercialisées, c'est les mouvements électriques, puisque c'était la grande fierté de Fred Lip, les tout premiers mouvements à pile de l'époque. De nombreux explorateurs français et étrangers ont porté cette pièce, puisqu'elle avait vraiment une résistance aux conditions climatiques
qui convenait pour aller crapahuter à travers la planète. Quelle était son étanchéité à l'époque de sa sortie? Donc ce sont les toutes premières montres françaises étanches de 100 mètres à l'époque. Et elle fait partie encore aujourd'hui du catalogue contemporain LIP. Encore aujourd'hui, on la fabrique, on l'a agrandie là aussi, puisqu'aujourd'hui on est en 41 mm. Les modèles d'époque sont en 36. Alors là, par contre, sur un poignet, autant Himalaya bien vieilli, T18 aussi, autant les Nautic Ski des années 60, c'est vraiment très petit sur les poignets, ça a un peu vieilli. Voilà. C'est pour ça que vous êtes passé on a arrêté les petits. à la grande nautique en 41. Oui. Et donc, alors là, changement d'époque complète. Changement d'époque, et je dirais dernière étape de ce retour dans le passé. Donc c'est une Talon. Donc ça c'est fabrication 75-76. On est après la première période d'autogestion, quand Claude Neuschwander arrive à la direction de LIP et fait appel aux set designers. Dont Roger Talon. Dont Roger Talon, voilà, qui est quand même celui que l'histoire a retenu et qui a effectivement proposé des choses extrêmement disruptives en termes de design avec des boîtiers asymétriques. J'ai pas choisi un chrono parce que tout le monde connaît le chrono et je voulais quelque chose d'un peu différent. C'est les toutes premières LIP à quartz. C'est aussi un clin d'œil à l'histoire parce que le quartz, c'est ce qui a mis à genoux la maison LIP dans les années 70. Et plein d'autres. Et l'industrie horlogère. Et l'industrie horlogère dans son ensemble. Globale, ouais. Dans tout ça, je pense le plus triste, c'est qu'il y avait des mouvements quartz de près chez LIP, mais l'industrialisation n'a pas été lancée parce que à l'époque, Fred Lip avait dépensé tellement d'argent et tellement d'énergie sur son mouvement électrique qu'il n'a pas voulu écouter ses ingénieurs. C'était quelqu'un qui pouvait être extrêmement têtu et même rugueux dans le travail, Fred Lip. Et donc il n'a pas voulu écouter ses ingénieurs et ils ont sorti très très peu de séries des quartz et ils les ont sortis après la première période d'autogestion, quand le Fred est parti. Mais c'était déjà, l'entreprise était déjà en grande difficulté. D'accord. Celle-là, elle est vraiment dans son jus d'époque, avec les tout premiers packaging en plastique. Et d'ailleurs, on reconnaît le logo LIP actuel dans sa première itération, qui était vraiment juste 4 barres. Ouais. Le designer a vraiment fait quelque chose de très stylistique et qui était un peu difficile à lire. Et donc après, ils ont remis la barre du P qu'on retrouve aujourd'hui, notre logo qui est pour moi une œuvre d'art. Petite anecdote, si tu es d'accord pour nous la conter. Tu parlais de Fred Lip qui était parfois un peu rugueux. J'ai entendu parler d'une histoire de Fred Lip se cachant sous une table. Oui, donc c'est une histoire véridique puisqu'elle m'a été contée par une personne qui était présente à la table, qui était à l'époque un tout jeune assistant d'un fabricant de cadrans. Et donc, grande salle de réunion avec une table, avec une nappe blanche qui descend jusqu'au sol. Ouais. Réunion à 9h, 9h15, pas de Fred Lip, 9h20, 9h30, toujours pas de Fred Lip. Donc les gens autour de la table s'impatientent. Ouais. Où est Monsieur Lip? Et donc nos fabricants de cadrans commencent à sortir les papiers. Celui-là, combien il coûte à fabriquer, combien y vendre, combien on va y vendre. Et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes d'échange entre les différents sous-traitants, Fred Lip sort de sous la table et j'ai tout entendu. Mais espionnage industriel en interne. Mais il était coutumier de choses qui aujourd'hui paraissent complètement invraisemblables. Le fantomas de l'horlogerie, quoi. Oui, c'était un patron visionnaire, mais aussi quelqu'un qui pouvait être extrêmement dur dans le travail de tous les jours, avec ses collaborateurs, avec ses sous-traitants. Voilà, c'était un personnage. Alors, Pierre-Alain, on vient de parler, et je te remercie, de l'histoire de LIP autour de quelques modèles emblématiques que toi tu avais retenus pour nous retracer cette grande histoire. L'histoire est loin d'être terminée, bien au contraire, puisque depuis 2015, SMB a racheté la marque
et la relance en lui insufflant une montée en gamme et une créativité que moi, en tout cas, à titre de collectionneur, d'amateur, j'apprécie énormément. Mais on n'est pas là pour parler de mes goûts, mais des tiens. Et moi, je t'ai demandé de nous parler de tes 4 produits préférés du catalogue LIP actuel. C'est assez rare qu'on me demande, moi, ce que je préfère. Hein. Souvent, je présente les produits, les dernières nouveautés. Donc, voilà, ça me fait très plaisir. Alors, effectivement, LIP est revenu ici en 2015 et on essaye de remettre la marque à la place qu'elle n'aurait jamais dû quitter. En fait, c'est plus ça qu'on veut faire. Pour ce faire, donc, on a repris un certain nombre de pièces historiques qu'on a remis au goût du jour. Je vais commencer par ma préférée, la Nautic Ski. C'est pas la plus emblématique puisque par rapport à une Talon, il y a d'autres boîtes compresseurs dans d'autres maisons, mais moi c'est ma préférée, c'est comme ça, c'est inexplicable. Les toutes premières, on les a rééditées dans une taille d'époque où on a eu un peu de mal à trouver notre public. Et puis, il y a 7 ans maintenant, on a rencontré les gens de l'antenne GIGN de Dijon qui nous ont demandé une pièce pour une série spéciale pour eux. Et bon, c'était que des gaillards qui faisaient plus d'1m90 et plus de 100 kg. Un peu comme moi. Voilà. Quoi. Ouais. Et c'est vrai que notre petite Nautic Ski en 38, c'était ridicule. Ouais. Et donc ils m'ont dit, mais tu peux pas l'agrandir un peu. Et de là est née la Grande Nautic en 41. Et pour moi, c'est une des choses les plus jolies qu'on ait fait chez LIP. C'est vrai, elle est absolument sublime cette pièce. Donc là aujourd'hui je la porte avec mouvement GMT. La lunette tournante, au lieu de calculer le temps de plongée, est sur 24 heures. Oui. Mais on a plusieurs versions, plusieurs complications sur cette pièce-là. Je change très régulièrement de montre. Je reviens toujours à la Nautic Ski. D'accord. Ouais, c'est vraiment... Donc elle a une place spéciale dans ton cœur. Exactement. Et c'est celle d'ailleurs, tout à l'heure tu vas nous emmener dans les ateliers LIP et on en verra l'assemblage, le réglage, alors pas de la version GMT mais la version 3 aiguilles date. C'est ça, oui. Donc c'est une pièce qui se vend plutôt très bien chez nous. On a très peu de références là-dessus. On a 3-4 versions, la GMT, la couleur océan que vous allez voir dans les établis. Mais pour autant, très régulièrement, on en a en fabrication. Donc on en a aujourd'hui, voilà. On verra ça. Vous les verrez tout à l'heure. Ouais. Alors après ce premier coup de cœur qu'elle tient, quelle autre pièce tu aimes particulièrement? Alors, choisir, c'est renoncer. Absolument. Je vais vous parler de la T18 originale, puisque c'est notre premier essai dans l'horlogerie, on va dire, plus haut de gamme. Puisqu'on est sur un mouvement qui a été retaillé pour nous, pour être dans le format du T18. Et donc c'est la première fois où on va aussi loin avec des sous-traitants, c'est-à-dire où on fait quelque chose en fabrication spéciale. Jusqu'à présent, on achetait les mouvements standards chez les fabricants, qu'ils soient japonais ou suisses, mais on achetait des choses standards. Là, on s'est fait développer un mouvement pour nous. C'est le tout premier. Ouais. On l'a fait au code du T18. Il n'est pas strictement identique parce que le T18, il a aujourd'hui 90 ans d'âge. Par exemple, les ressorts incabloques n'existaient pas à l'époque, donc il y avait certaines fragilités qu'on a corrigées en le modernisant un petit peu. Donc c'est une réédition du T18 original, mais upgradé. C'est ça. En version contemporaine. En version contemporaine, parce qu'on fait quand même des produits pour qu'ils soient portés tous les jours. Oui. Voilà. C'est une bonne idée d'ailleurs. Voilà. Et là aussi, les T18 d'époque, évidemment, n'avaient pas de fond vitré. Là, on a fait un fond vitré, on a décoré les mouvements. Les T18 d'époque n'étaient pas décorés. Il y a quand même tout un tas d'améliorations pour la rendre plus contemporaine. Néanmoins, on a vraiment gardé l'ADN de la pièce. Donc, une pièce rectangulaire. Les T18, donc pour la petite histoire, elles avaient une forme très spécifique où elles sont beaucoup plus
longue que large, parce qu'à l'époque, les hommes avaient des chemises amidonnées, et donc il ne fallait pas que ça froisse les chemises de ces messieurs au porté, et c'est pour ça que Lipp avait dessiné ce calibre et cette montre extrêmement fine. D'accord. Pour que ça tienne entre la chemise et la veste. Chouette anecdote, ça je connaissais pas. Donc il y a eu, pour en venir à la Teddy, vous avez sorti cette année une version en plaqué or jaune. C'est ça. Qui était une édition limitée, si je ne dis pas de bêtises, Une édition 180 exemplaires. Et là, vous venez de sortir 2 éditions acier. On sort 2 versions acier avec cadran bracelet spécifique. Et donc là, je présente la version avec index en appli couleur rose. Aiguille rose. Traité or rose et aussi. Dessus, donc, on a mis un cuir d'autruche. Donc, comme pour la première version, le cuir est également fait ici à Besançon. Donc à partir d'autruche qui court dans le Doubs. Dans le Haut-Doubs, c'est ça. Voilà. Tout à fait. C'est normal, j'en ai vu tout. Oui, en arrivant on tout en à l'heure. croise très souvent. Ouais, normal. Un produit qu'on a positionné à 1 990 €. Là aussi en série limitée, 150 exemplaires, puisque pour chaque version. Pour chaque version. Ok, donc 300 pièces au total. 300 pièces au total. Ouais, donc un vrai collector en puissance. Un vrai collector en puissance. Ouais. Bon. J'aurais préféré qu'il y en ait un peu plus, mais c'est comme ça. Ben voilà, écoute, ça n'en fera qu'attiser la désirabilité, quoi. Alors on passe sur un autre modèle qui était cher aussi. Alors on passe sur un autre modèle qui m'est cher pour des raisons parfaitement opposées. C'est donc le premier succès commercial de la marque. Depuis le rachat depuis la reprise par SMB. C'est donc le boîtier Himalaya avec la découpe de cadran sablier. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde l'appelle la Lipp sablier. Voilà. Donc c'est un produit qui a été dessiné en 2017, donc 2 ans après la reprise, où on se cherchait un petit peu, voilà, on redémarrait. Et la sablier est arrivée, voilà, c'est un coup de dessin sur une ouverture de cadran. Je voulais faire quelque chose d'un petit peu original sur un cadran squelette, parce qu'il y avait beaucoup de cadrans squelettes, et je voulais donner plus de personnalité à nos pièces. Et ça a été immédiatement un vrai succès commercial. C'est toujours le grand succès commercial de la maison. Donc, tu veux dire que c'est vraiment la pièce qui se vend le plus de toutes les références? En chiffre d'affaires, c'est la pièce qui se vend le plus de toutes les références. Ouais. Ouais. C'est marrant d'ailleurs parce que tu vois, pour l'anecdote, tu ne t'en rappelles pas, mais moi oui, parce que c'était le travail, mon job, mais on l'avait sélectionné dans un de nos guides de Noël. Alors je ne sais pas si c'est peut-être 2017 ou 2018, au moment de sa sortie, et elle faisait partie de nos quelques recommandations d'achat. Alors, je ne vais pas dire que c'est grâce à nous que c'est un succès commercial. Ça n'est pas mon idée, mais ça y a participé. Ça veut dire qu'on a fait un bon choix au moment de nos préconisations. Donc, la sablier, on est sur une montre à 429 €. Ouais. Donc, verre saphir, boîtier acier 316L. Un mouvement Miyota retravaillé en interne chez nous. Ouais. Donc, vraiment un excellent rapport qualité-prix, comme toujours chez Lipp. Et avec un mouvement que l'on peut admirer derrière un fond vitré. C'est ça, visible dessus, dessous. Ouais. Et avec cette particularité quand même, parce que beaucoup de marques font des cadrans ajourés, mais là, il y a une formidable ouverture côté cadran qu'on a, je crois, jamais ou très très rarement. Là, il y a une vraie, et presque baie vitrée ouverte. Et en plus, une vraie signature dans l'ouverture du cadran. Le modèle sablier, sauf erreur de ma part, j'en connais pas d'autres dans la production actuelle de l'horlogerie. Ouais. Elle est à la base de beaucoup de choses. Donc on lui doit beaucoup. Ça. On l'aime beaucoup. On l'aime beaucoup. Et dernière pièce. Elle est encore dans sa boîte. Elle est encore dans sa boîte. Ça, c'est plus récent. Donc, c'est autant l'engagement humain que le produit que je te présente ici. Ouais. Donc, ça fait maintenant 2 ans qu'on suit Expédition 7e continent, qui est Monsieur Patrick Dexon, qui est le fondateur
de cette association à but non lucratif. C'est quelqu'un qui sillonne les océans pour récupérer le plastique, faire des analyses et je dirais donner la réalité de l'ampleur du problème. Qui passe vraiment tous ses jours et toutes ses nuits. C'est quelqu'un qui se consacre entièrement à ça, que j'ai découvert un petit peu par hasard lors d'une rencontre et pour qui j'ai eu un vrai coup de cœur humain. Et donc c'est quelqu'un qu'on a souhaité aider. En plus, les codes couleurs de 7e continent nous ont permis de faire ce cadran absolument sublime. Donc, preuve que le hasard fait bien les choses. Et on a, pour lui, donc on a fait une nautique 3 avec mouvement l'ajout Perret et écrin entièrement recyclable. Donc, c'est une pièce, que ce soit la montre comme l'écrin, où il y a 0 plastique. C'était un engagement fort de la marque. Et cohérent avec la vocation de l'association. Ouais. Exactement. Donc c'est une pièce où on est à 1 200 €, ouais. 1199 exactement, en série limitée là aussi, avec le fameux mouvement l'ajout Perret. Le G100. Le G100. Et nous, sur les versions françaises, qui est assemblée à Besançon ouais. par nos partenaires de chez Réparalux Saint-Berdreau. Donc on aide l'association financièrement, puisque sur les produits qu'on fait en collaboration avec eux, on reverse l'intégralité des bénéfices qu'on fait sur les pièces. Voilà, et donc l'intégralité. L'intégralité. Ouais. C'est-à-dire que vous gagnez 0. Je gagne 0. Okay. Ouais. Ça vous coûte rien, mais ça, enfin du temps. Ça me coûte le temps et ça me coûte l'engagement humain de le faire. Honnêtement, c'est pas grand-chose par rapport au temps que passent ces gens pour alerter sur un enjeu international. C'est pas grand-chose. Ouais. Voilà. Et donc la première, c'était une Nautic Ski qui est sold out aujourd'hui. Sur lequel on avait fait 600 pièces et donc je suis allé remettre le chèque à Patrick en main propre. Voilà, c'était pas une valise avec des billets? Non, non, c'était un vrai truc officiel fait avec un huissier. Ouais. Pas faire de bêtises. Et donc celle-là également, série limitée, 999 pièces. Donc on lance, il y en a encore, mais c'est pareil, c'est des produits pour collectionneurs qui partent vite chez nous. Voilà. Alors maintenant. Donc maintenant que je t'ai présenté toutes ces jolies montres, je vais aller te montrer où on les fabrique, dans les ateliers de chez LIP, juste à côté de nous. Juste derrière. Juste derrière, puisqu'on avait voulu une manufacture très ouverte. Alors avec des vitres, puisqu'il y a les problèmes de poussière, mais beaucoup de transparence pour voir les gens travailler et travailler dans de bonnes conditions pour eux aussi. Voilà. Donc je t'invite à venir voir la fabrication des montres LIP. Eh ben, je suis curieux de voir ça, on y va aller. Allez, on y va.